Scolariser les enfants avec handicap dans les établissements scolaires traditionnels. C'est l'objectif de l'ONG DECI Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Pour sensibiliser parents, décideurs et enseignants, une journée est pensée. Tirons la sonnette. Une initiative de la Fondation hollandaise Liliane en faveur des enfants. Lecture des manifestes et beaucoup de bruit pour attirer l'attention des populations en vue d'éliminer les barrières empêchant les enfants handicapés d'aller à l'école. Le deuxième objectif du millénaire pour le développement dit que l'éducation doit être accessible à tous les enfants, au moins l'éducation primaire. Tirer la sonnette, pourquoi? Parce qu'effectivement, on est en 2015 et il y a encore des enfants qui se retrouvent sans éducation du fait de leur handicap. Ça veut dire qu'il y a problème. On a mis ces objectifs et puis on n'a pas fait attention à ça pour essayer d'augmenter le taux de participation et de fréquentation des écoles, des établissements publics et privés pour les enfants en situation de handicap. À la préoccupation de l'ONG DECI, l'adaptation des enseignants et du matériel pédagogique aux besoins de ces enfants pourrait être une solution selon les spécialistes. Les structures sont prêtes à recevoir ces enfants handicapés. Seulement, le problème, c'est au niveau du personnel d'encadrement. Nous souhaiterons que le ministère puisse recruter du personnel et les formes pour pouvoir encadrer ces enfants handicapés. Pour l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, inclure les enfants avec handicap dans le système de l'enseignement ordinaire est essentiel pour leur épanouissement. Apprendre à lire des partitions de musique en braille n'est pas chose aisée. Alors ce professeur de musique a inventé un système. 9 mois plus tard, face à lui sur l'estrade, une trentaine d'enfants et d'adolescents non-voyants forment le premier orchestre aveugle de Thaïlande. Au départ du projet, Alongkot et ses collègues ont simplement joué des différents instruments de musique et demandé aux enfants de se diriger vers le son qui leur plaisait le plus. Un bon début, mais l'apprentissage s'est ensuite révélé un vrai défi. Les enseignants étaient en tête-à-tête avec les enfants pour qu'ils puissent les aider à poser correctement leurs mains sur les instruments. C'est la partie compliquée quand on enseigne à des enfants aveugles, puisque nous ne pouvons pas leur montrer comment faire, comme avec des personnes. Mais tout ce travail commence à porter ses fruits et le groupe a récemment pu jouer en public lors d'un concert en extérieur dans le parc national de Khao Yai, au milieu de la réserve d'éléphants. Au début, j'étais découragé. Je ne voulais plus jouer, mais ensuite, j'ai pensé aux autres qui tentaient aussi d'apprendre, alors j'ai essayé de nouveau. Et il n'y avait pas de groupe comme celui-ci avant, donc je me suis remotivé. Mais loin de la scène, Joe et ses camarades musiciens doivent affronter au quotidien les préjugés de la société thaï. Car selon les croyances bouddhistes, les personnes handicapées paient pour des méfaits commis dans des vies antérieures. L'une des croyances très fortes sur le karma, c'est que ce que vous avez fait dans le passé va se manifester à l'avenir. On estime qu'on récolte ce qu'on sème. Plus de 1,8 million de personnes handicapées vivent en Thaïlande. D'après les militants des droits de l'homme, ils sont privés de leurs droits fondamentaux, considérés comme des citoyens de seconde classe et restent à l'écart de la société. La croyance dans le karma fait que les personnes handicapées acceptent leur sort et restent à la maison. Beaucoup de familles sont d'accord avec ça, l'acceptent et donc ils ne les ont jamais prises en charge ou n'ont jamais été enthousiastes. Mais avec la musique comme nouveau refuge, ces enfants oublient un peu leurs conditions et prouvent au public qu'ils peuvent dépasser leur handicap. La mission des structures d'inspection et de contrôle est d'assurer une gestion transparente et optimale dans la conduite de l'action publique. Mais ces organes rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Le manque de coordination des activités des différentes structures de contrôle, ce qui parfois cause quelquefois des chevauchements ou même des doublons dans la réalisation des missions. Les normes de contrôle qui sont utilisées par les uns ne sont pas forcément les mêmes qui sont adoptées par les autres.
En vue de lever ces contraintes, un nouveau manuel de procédure des services de contrôle et d'inspection est en cours d'élaboration. Cet outil sera non seulement utile à la formation des nouveaux agents, mais aussi à l'uniformisation du travail de contrôle et d'inspection. C'est de trouver une formule pour qu'il y ait une adéquation entre la formation et le contrôle. Une formule pour que toutes les inspections générales du ministère puissent travailler à partir du même cadre, à partir des mêmes outils, utilisent les mêmes règles pour le contrôle. Pendant 3 jours, ce manuel de procédure sera au centre des réflexions des cadres et experts réunis dans le cadre de cet atelier. Après sa validation, il sera reproduit et distribué aux différentes structures de contrôle et d'inspection. Voici le bâtiment qui va bientôt renforcer les locaux du programme franco-ivoirien de la recherche sur le VIH-Sida et les maladies associées PASSI. C'est le fruit du partenariat entre le PASSI et l'ANRS, l'Agence nationale de la recherche sur le sida et les hépatites virales. À la pose de la première pierre de ce bâtiment, le directeur de l'ANRS a souligné que c'est une contribution pour permettre aux pensionnaires de cet institut, dont le nombre ne cesse de croître, de travailler dans des conditions adéquates. Pour faire de la recherche, il faut des hommes et des femmes et des chercheurs. Et c'est un partenariat entre les chercheurs du Nord français et les chercheurs du Sud ivoiriens. Et puis il faut quand même un peu d'équipement et de bâtiments. Et donc c'est la raison pour laquelle, à partir du bâtiment déjà existant, nous avons décidé d'accompagner cette demande et de les aider à avoir plus de mètres carrés. Longtemps attendu, ce projet d'extension des locaux du PASSI est un véritable soulagement selon la coordinatrice du PASSI. C'est un sentiment de fierté. C'est un travail collaboratif que nous avons réalisé depuis 20 ans à la France. Aujourd'hui, il y a une grande extension parce que les jeunes ont été formés en grand nombre. Il était question d'étendre ces locaux, non seulement pour les abriter, mais aussi pour augmenter et élargir nos thématiques. Ce bâtiment comprendra 26 bureaux avec des équipements modernes. La contribution de l'ANRS pour sa construction est de 280 000 €, soit environ 184 millions de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire contribue également au financement des travaux dont l'exécution est prévue pour 6 mois. Carnage dans le centre de Tunis. 17 touristes, un policier et un civil tunisien ont trouvé la mort dans une attaque lancée contre le musée du Bardo. 2 terroristes ont pénétré dans l'enceinte du musée Bardo, là où se trouve également l'Assemblée des représentants du peuple. Ils étaient vêtus d'uniformes militaires. Quand les touristes sont descendus de leur bus, les terroristes ont ouvert le feu sur eux de manière arbitraire. Les touristes ont fui vers le musée, mais ils ont été poursuivis par les terroristes. 2 assaillants ont également été tués et des Français figurent parmi les blessés. C'est un coup dur pour la Tunisie, mais nous voulons aussi que tous nos amis comprennent d'abord que le terrorisme peut frapper partout et à n'importe quel endroit. La France, il y a quelques semaines, a été également frappée durement. Donc le terrorisme frappera, mais n'aura aucun avenir. Il faut être solidaire dans la lutte contre le terrorisme. Contrairement aux autres pays ayant connu le printemps arabe, la Tunisie avait jusqu'ici échappé à une vague de violence ou de répression. Devant le mur des lamentations, Benyamin Netanyahou s'engage à assurer prospérité et sécurité aux Israéliens. Au lendemain de son éclatante victoire électorale, l'homme fort de la droite est presque certain d'être appelé à former le nouveau gouvernement. Je suis très ému par la responsabilité qu'a placée le peuple israélien sur mes épaules. Je tiens à dire que je ferai tout mon possible pour assurer prospérité et sécurité à tous les citoyens d'Israël. Et si Dieu le veut, nous réussirons. La présidence palestinienne a affirmé être prête à coopérer avec tout gouvernement israélien acceptant un État palestinien. Un État dont Netanyahou a promis aux dernières heures de la campagne d'empêcher la création.
Il est très clair que le peuple palestinien a voté pour les colonies et pour l'occupation. Il a voté pour les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a dit que s'il était réélu, il n'allait pas permettre l'émergence d'un État palestinien et qu'il allait poursuivre les activités de colonisation. Avec un tel gouvernement en Israël formé par des colons les plus extrémistes et au profit des colons, cela signifie que nous n'aurons pas d'interlocuteurs. La communauté internationale doit donc nous épauler pour appuyer nos démarches auprès des agences internationales et de la Cour pénale internationale pour définir nos relations avec Israël. Après le passage dévastateur du cyclone Pam, les îles du Vanuatu attendent l'arrivée de l'aide humanitaire. Mais les associations sont confrontées à un véritable casse-tête logistique pour desservir les zones reculées de cet archipel aux 80 îles, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où la destruction totale des cultures fait craindre la famine. Les ouragans sont provoqués par de très fortes dépressions tropicales capables de libérer une puissance de destruction 10 fois supérieure à la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Phénomène estival, un ouragan, ou cyclone, ou typhon, se forme au-dessus des mers chaudes quand plusieurs conditions sont réunies. Une température de l'eau supérieure ou égale à 26 degrés 6 sur une cinquantaine de mètres de profondeur, une quantité suffisante d'humidité atmosphérique et une perturbation tropicale produisant des vents tourbillonnés. Au contact de la mer, l'air devient très chaud et s'élève au-dessus de l'océan, ce qui provoque une chute de la pression atmosphérique en formant une spirale d'air plus frais vers le centre de la dépression. Cet air instable, chargé de vapeur d'eau, forme des nuages et produit une activité orageuse dont l'intensité croît proportionnellement à la chaleur et l'humidité. Se déplaçant à environ 30 km/h, généralement d'est en ouest, les perturbations tropicales, dont le diamètre varie de 300 mètres à 1000 km, peuvent durer une semaine et parcourir des milliers de kilomètres. L'échelle de Saffir-Simpson compte 5 catégories d'ouragans. Des pluies torrentielles accompagnent les vents supérieurs à 117 km/h pour la catégorie 1 et dépassent 250 km/h pour la catégorie 5. Dans son épicentre, l'œil forme une colonne d'air de 8 à 100 km de largeur, mais suffisamment calme pour permettre aux oiseaux d'y voler. Le cyclone commence à se dissiper quand il touche la Terre ou lorsqu'il se trouve au-dessus d'eau froide. Reste que pour de nombreux climatologues, l'accroissement du nombre et de l'intensité des cyclones est probablement lié au réchauffement climatique.